commençons par l'homme qui valait à lui seul 220 millions d'euros net d'impôts. J'ai cité Bernard Tapie, portrait signé Clément Castex, David Dameda et Michael Bozo. Loin du clinquant de Saint-Tropez, de Monaco ou Miami, le port de Livourne en Italie, au milieu des ferries et de la ferraille, se cache une perle, un bijou. Et là-bas. Voici le Reborn, un yacht de 76 mètres qui hiverne à Livourne. Raphaël Blouquin vient le visiter. L'homme est capitaine de bateau. Il est mandaté par de riches clients russes qui envisagent de louer le navire l'été prochain. Nous avons la chance de l'accompagner, en caméra discrète, pour découvrir un des plus beaux yachts du monde. C'est déjà un yacht de belle taille, hein. C'est pas une petite unité. Ça rentre dans la catégorie des méga yachts, hein. On est vraiment dans la catégorie des gros yachts. Qui possède ces yachts en général ? Alors évidemment le fameux Émirat du Qatar, ça va sans dire, de Russes qui ont de gros moyens financiers et quelques rares Européens riches industriels. Buongiorno. Ce bateau est celui de Bernard Tapie. Raphaël Blouquin, enchanté. On n'enlève pas les chaussures, vous avez protégé partout ? L'homme n'est pas à bord, c'est un des 25 membres d'équipage qui nous accueille. Raphaël, notre capitaine, vient s'assurer du niveau de prestation qu'offre le Reborn, voir si elles sont à la hauteur de ce qui est décrit sur Internet. Là, j'ai lu qu'on pouvait également on pouvait nager à contre-courant, hein, c'est bien ça. Hein. C'est là-bas. D'accord. Il n'est pas déçu. Un hélicoptère peut apponter. Si. Un hélicoptère, parce que vous avez réduit cette partie-là. C'est en 2010 que Bernard Tapie s'offre par société interposée ce bateau pour 40 millions d'euros. À l'époque, il s'appelle le Bodycea, un yacht de 5 ponts et 2000 tonnes. L'homme d'affaires va y engager des travaux colossaux pour atteindre un luxe ultime. Il fait refaire les 8 cabines, fait installer salle de cinéma, hammam, ascenseur et jardin tropical. Tapie fait même rallonger son bateau de 5 mètres. Alors une grande salle à manger et une petite salle à manger. Tu vois un peu ? Là on est dans les appartements privés en fait des propriétaires. Cette année, Tapie et les siens y ont passé 4 semaines comme locataires. Ça, c'est la chambre du PC. Une vue panoramique à 180 degrés. Hein. Ah, oui. On a 180 degrés de vue, c'est quand même... Car le yacht se loue, on peut le visiter sur Internet. Le tarif est détonnant, presque 600 000 € la semaine. Ajoutez le carburant et les frais de bouche et l'addition peut atteindre 800 000 € pour 12 personnes à bord maximum. Le Reborn est immatriculé à l'île de Man, un pavillon de complaisance. Bernard Tapie jure n'être que simple actionnaire de la société qui possède le navire. Mais pour l'équipage, pas de doute, c'est lui le patron. Vous savez combien ça coûte un bateau comme ça ? Maintenant, Ouais. les 60 millions d'euros. C'est la rive avec 60 millions, Bernard. Ils vendent. Oui. Ils vendent tout de suite. Tapie se serait lassé de sa merveille, il chercherait plus petit. Comme si le Reborn acheté en 2010 était surtout une façon d'afficher son retour. Celui qui, dans ses années noires, a perdu le Fosséa, son célèbre voilier, saisi par la justice, s'est offert un yacht qui vaut 10 fois plus. Et pourquoi il s'appelle le Reborn ? Demandez à monsieur. Reborn. Qu'est-ce que c'est Reborn en français ? Renaissance. La Renaissance, comme un clin d'œil à ceux qui le voyaient noyé, perdu. Le Reborn, c'est l'histoire d'un bateau acheté après un naufrage. C'est la première étape du comeback de Tapie. Car il revient, ici, à Marseille. Cette ville qui l'a fait roi puis gueux, il vient la conquérir. Son journal d'abord, puis peut-être sa mairie. Beaucoup en sont convaincus dans un coin de sa tête les élections municipales de 2014. Ça ne m'étonnerait pas s'il se présente à la mairie de Marseille. Vous savez, les paris sont ouverts. Qui sera là, qui sera contre lui, etc. Mais après tout, le jeu est ouvert. Il y a un espace pour une nouvelle offre politique dynamique. Voilà. Ça, je suis formel là-dessus. Ça, il a très bien compris, Tapie. Hein. Ça, je suis sûr qu'il l'a vu. Hein. Il a sans doute le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Et il a sans doute aussi une légitime envie de revanche. Entre Guérini et quelques autres, il pourrait avoir sa place dans la galerie
des socialistes marseillais. C'est une ville qu'il aime, qui lui va bien. Est-ce qu'il peut être maire de Marseille? C'est pas une mauvaise idée. Après 10 années dans l'ombre, après la ruine, la prison, l'humiliation, Bernard Tapie va-t-il remonter sur scène? À bientôt 70 ans, va-t-il tenter de regagner le cœur des Français? Une certitude, Tapie est à nouveau riche, très riche. Car en 2008, grâce à un arbitrage privé, encouragé par le gouvernement de l'époque dans l'affaire Adidas, 15 ans de conflit avec le Crédit Lyonnais se soldent par la victoire de Tapie. Un chaos. Fin 2009, en pleine crise, il reçoit de l'État près de 220 millions d'euros net d'impôts. C'est un scandale d'État. C'est-à-dire que tout ceci a été payé par les contribuables. Il n'y a pas un sou d'argent privé. Ce n'est pas des affaires privées, ce sont des affaires publiques. C'est l'argent de vos impôts, de mes impôts, de tous les citoyens. Scandale à l'Assemblée nationale sur le montant du préjudice moral accordé aux époux Tapie, 45 millions d'euros. Devant une salle comble, devant le futur président, Tapie s'était défendu. Peut-être vous ne mesurez pas quelle est l'énormité du problème. Mais je ne souhaite pas de porter un seul jour un nom qui devient une injure publique. C'est comme si je m'appelais enfoiré, pourri, ordure. Or, même si j'ai fait des fautes, et j'en ai fait, je ne mérite pas du tout ce traitement. Selon lui, ces millions sont largement mérités. En tout cas, ça y est, Tapie s'est remplumé. Mais qu'a-t-il fait de son pactole? D'après la rumeur, en toute discrétion, le groupe Bernard Tapie serait devenu belge. Direction Bruxelles. Au fil des années, au fil des projets, des pièces de théâtre, Tapie a presque fait du royaume sa deuxième patrie. Bonjour, soyez bienvenus. Voici Yves de Jong, homme politique local, grand ami de la France et de l'homme d'affaires. De Jong a longtemps hébergé Bernard Tapie lors de ses séjours en Belgique. Il lui voue une admiration totale. Vous déjeunez avec Bernard Tapie, vous sortez de table et vous êtes prêt à remuer des montagnes. Ce type, au fond, c'est un créateur d'enthousiasme, oui. Oui. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Il est bourré de bon sens. Moi, je l'ai vu, il est venu ici à Bruxelles il y a quelque temps. De nouveau, on a passé un moment ensemble. Et vous avez envie de remuer ciel et terre avec lui. L'ancien maire d'Ixelles connaît toutes les qualités de Tapie, mais promis, rien de ses finances. Et lorsqu'on évoque ce possible transfert de fonds en Belgique, sa patience s'effrite. Je ne sais même pas qui transfère des fonds en Belgique. Personne ne me l'a jamais dit, lui ne m'en a jamais parlé. Et donc, je ne vais pas vous parler de choses dont je ne suis vraiment pas au courant et que je ne connais pas. Si c'est une rumeur, mais c'est quelque chose dont moi, je n'ai jamais entendu parler. Et pourtant, jamais. Comme le montrent ces documents officiels, depuis 2 ans, le groupe Bernard Tapie est passé sous contrôle d'une société belge, GBT Holding. Il a transféré 99% de ses parts, soit 215 millions d'euros, à cette société belge, elle-même détenue par Tapie. Pourquoi ce montage? Nous nous sommes rendus au siège social de cette holding. Le voilà. Une maison discrète. Ici, pas de plaque siglée Tapie. Personne à l'accueil. Cette maison abrite en fait un cabinet de comptables, de fiscalistes. Bonjour monsieur, l'équipe de France 2. Le patron va nous confirmer qu'il gère la holding. Bonjour monsieur. Monsieur. L'équipe de France 2, Clément Castex. On cherche le siège de GBT Holding. C'est ici. Vous voyez souvent Tapie ici ou pas? On l'a déjà rencontré, mais pas souvent. Il y a des gens qui travaillent pour Bernard Tapie ici ou? Non. Mais c'est une vraie activité ici, je comprends pas ce matin. Vous comprenez pas, une holding, c'est une société qui détient une participation dans d'autres sociétés. On vend rien. Et il possède les sociétés françaises du groupe Bernard Tapie. Ouais, d'accord. Exactement. Et pourquoi il a transféré ici, est-ce qu'on sait? Ça, je n'ai pas à vous répondre. Le plus célèbre des hommes d'affaires français a confié son groupe à une société belge, mais il ne s'agit pas d'évasion fiscale. Nous l'avons joint par téléphone. Vous êtes tellement obsédé maintenant par la Belgique qu'on va plus pouvoir passer la frontière sans être soupçonné de vouloir s'installer. Ce qui compte, c'est pas le lieu où la société existe, mon cher. C'est de savoir si elle est offshore ou pas. C'est-à-dire, si derrière une société qui se trouve dans un pays étranger, il y a un ayant droit français, résident français, qui paye ses impôts en France. C'était mon cas. C'est vrai, jusqu'à preuve du contraire, Tapie est en règle avec les impôts en France. Rien d'illégal. Mais alors, la question c'est, pourquoi transférer les actions de son groupe? Rendez-vous avec Marco van Is, militant de gauche et inspecteur des impôts. Il connaît la loi belge par cœur.
L'homme va nous décrypter les démarches de Tapie dans son pays. Cette société qui est constituée par Bernard Tapie est créée avec un capital très modeste au départ, 20 000 euros de capital. Mais rapidement, il y a une augmentation de capital qui a lieu le 24 décembre 2010. C'est toujours Bernard Tapie qui intervient devant un notaire belge. Et là, il y a une augmentation de capital pour un montant qui est nettement plus important, puisque là, il s'agit de 215 millions d'euros. 215 millions d'euros, soit à peu de choses près, le montant de ce que Tapie et son groupe viennent de percevoir de l'État. Quel est le but de l'opération ? À mon avis, il y a beaucoup d'hypothèses, mais je dirais que l'hypothèse qu'il ne faut pas écarter, c'est de préparer sa succession. En Belgique, si vous êtes dans le cadre d'une donation 3 ans avant le décès de celui qui fait la donation, les droits de succession sont réduits à 3%, à presque rien. Une succession avantageuse, des plus-values non taxées en cas de revente. La Belgique offre nombre d'avantages, mais tout cela n'est qu'hypothèse sur ce qui motive Bernard Tapie. Ce riche grand-père pourrait profiter serein de son confort retrouvé, mais Tapie ne semble pas encore rassasié. Cet homme aux 1000 vies, aux 1000 défis, a-t-il une revanche à prendre ? Spectacle, business, football ou politique, tout lui a souri. Ce touche-à-tout de génie à la fois aimé et détesté a embrassé la gloire, puis l'infortune. Alors pourquoi revient-il ? Bernard Tapie, ou l'histoire d'une vie animée par une seule envie, gagner. Il faut pour gagner que vous ayez le désir fondamental de vous réaliser, avec un goût prononcé de l'indépendance et une volonté forte de vaincre. Il faut que vous acceptiez d'imposer votre personnalité dans un monde qui vous sera complètement hostile. Et en étant créateur imaginatif, vous serez apte à décider et vous serez apte à animer les hommes et les femmes. Tapie a toujours aimé les micros, la lumière, les foules. Il est un séducteur. Dès ses débuts, l'homme d'affaires veut plaire, veut que la France le regarde. Voici Laurent Carenzo, celui qui deviendra son conseiller politique, son ami proche, est à l'époque journaliste. L'homme qu'il découvre en 1979 n'est pas juste un homme d'affaires ambitieux. Il était attiré par tout ce qui brillait, il voulait en être, comme on pourrait dire. Il avait fait de la Formule 3, très peu, mais suffisamment pour apparaître. Il avait fait de la chanson, c'est quelqu'un qui voulait exister dans l'opinion publique. Gagner de l'argent ne lui suffit pas. Tapie veut être célèbre, et ça marche immédiatement. Ces années 80 sont faites pour lui. Les gens ont besoin de héros, ils ont besoin de people. Ils ont besoin de gens, d'hommes et de femmes qui incarnent quelque chose qui est à la fois la réussite, le rêve, l'envie. Or en France, l'argent était considéré comme quelque chose de tabou, de mauvais, de sale. C'était vraiment ça. Mitterrand lui-même, l'argent qui pourrit, l'argent qui corrompt, etc. Et Tapie a fait un peu réconcilier, en tout cas une partie des gens avec l'argent. 1985, les débuts de la gloire. Au Palais des Congrès, une école de commerce organise une conférence présentée par une vedette de la télévision. Je vais enfin voir Bernard Tapie de près, comme vous. Anne Sinclair vient tendre le micro à l'homme qui monte. Alors le déroulement de la soirée, vous le connaissez, c'est Tapie plus Tapie plus Tapie. Une arrivée de rockstar pour le patron de Choc. Une salle pleine à craquer. Des milliers d'étudiants, de jeunes sont venus écouter pendant 3 heures ce cadra belle gueule, sympathique, un peu rebelle. Et le côté un peu Michael Jackson, là, de l'entrée, ça vous... Je sais pas. Je sais pas faire ce qu'il sait faire. Je suis pas sûr qu'il sache faire ce que je sais faire non plus, d'ailleurs. Alors le côté séducteur, légèrement bronzé, ça aussi vous en jouez. La Porsche, les femmes... C'est drôle comme elle est jeune et qu'elle a des réflexes moins jeunes, hein. Oh, c'est vous qui le montrez, ça. L'homme charme. Il fait briller les yeux de cette jeunesse qui rêve de réussite. Dans la vie, il y a 2 sortes de gens. Les dominants et les dominés. Tapie vient d'être élu homme de l'année par les journaux. Son groupe pèse 700 millions d'euros, 8000 employés. Mais surtout l'homme dépoussière, l'image vieillotte des patrons de l'époque.
C'était Tapi, l'entrepreneur, c'était les émissions sur TF1, Ambition, etc. C'est arrivé en même temps. Un jour, il m'a dit, voilà, il y a 10 éditeurs qui veulent faire ma biographie, enfin mon autobiographie, mais si je la fais qu'avec toi. Et c'est à ça, on s'est attelé à faire Gagner, qui a été le livre qui est sorti en 85 ou 86 chez Robert Laffont. Et Gagner, c'est vendu à 450 000, pas en poche, hein, en livre normal, avant les poches. C'est beaucoup? C'est énorme. Écoutez, aujourd'hui, je peux vous dire, je suis dans la liste des best-sellers, quand vous voyez dans la liste des best-sellers, si c'est vendu à 30 000, on trouve que c'est très bien. Voici des images rares. 1987, TF1, chaîne encore publique, va être privatisée. 2 candidats s'affrontent pour son rachat. Chacun aura son grand oral. Face au favori Lagardère, Francis Bouygues s'associe à l'incontournable Tapi. C'est lui qui dirige les répétitions. Francis commence, il lit son texte. On a installé un studio comme le studio final, et pendant 48 heures, on a fait répéter l'ensemble des acteurs, de Francis Bouygues à Patrick Lelay. Il y a une intox qui a été faite. Je voudrais quand même que vous sachiez que Lagardère, il ne paye pas Sébastien, Collaro et tous les autres depuis 1 an pour rien. Ça lui a coûté un fric colossal. Ça fait plus d'1 an qu'il leur paye 250 000 balles par mois. J'ai eu, je vous l'assure, sur la tête de mes enfants, j'ai eu Sabatier, il m'a dit je préfère être au chômage que de bosser avec un marchand de béton. Bernard Tapie a coaché la maison Bouygues pour le rachat de TF1, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Ouais. Et ça s'est bien terminé? Bah oui, puisque TF1 a été racheté par Bouygues. Ça y est, le fils d'ouvrier s'est installé à la table des puissants, à la force du poignet, avec ses méthodes. Il a du talent, il a de l'audace, il a un certain nombre de qualités qui ont fait son succès. Dans un monde, il faut bien le dire, où les considérations morales ont peu d'importance. Il a fait son chemin brillamment. Ce qui maniait très très bien, c'était charme, achat, menace. C'est-à-dire? Donc, personnalité exceptionnelle et charme. 70 ou 80% des gens. Ceux qu'il n'a pas réussi à charmer, il essaie de les acheter. Tu as besoin de quoi, tu fais quoi, etc. Et ça en fait encore de 15 ou 20%. Et donc, les quelques pourcentages qui restent, il les menaçait volontiers à l'époque. Parce qu'il a une puissance physique, il a un gabarit. Tapi s'invite en politique, et c'est à Marseille, déjà elle, qu'il doit son siège de député. Tapi en campagne, c'est une espèce de bulldozer, il fait les marchés, il tape sur l'épaule de tout le monde, il a le tutoiement facile, il a la promesse facile, c'est demain tout ira mieux, et les gens le croyaient, quoi. À l'époque, au début des années 90, il avait cette espèce d'image d'homme qui transformait en or à peu près tout ce qui touchait. Tapi député, ça donne quoi? Rien. C'est-à-dire? Rien. Je pense comme député, il a rien fait. Et pourtant, son ascension politique ne fait que commencer, car la gouaille de Tapi a tapé dans l'œil du président Mitterrand. En 89, le garçon s'illustre au cours d'un affrontement avec Jean-Marie Le Pen. Tapi contre Le Pen, l'avocat de la bande des 4 contre l'avocat du peuple français. Et nous allons bien voir qui va gagner. N'oubliez pas qu'il a été le premier à affronter Le Pen. Il l'affrontait d'une façon, comment dirais-je, populaire. C'était un homme qui venait des banlieues et du peuple. Donc c'est vrai Alors que toute la classe politique fuit le leader du FN, un débatteur hors pair, Tapi, lui, saute sur l'occasion. Sur le plan tactique, c'était bien d'avoir un beau challenger comme Le Pen pour exister. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que non, vous arrivez... Poli, mais je monsieur. peux pas être vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, vous soyez poli. Oui, vous avez dû apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapi. Il n'y a pas eu de débat politique entre Tapi et moi. Non. Il y a eu un échange d'invectives à son initiative d'ailleurs, mais en l'occurrence, il n'y a pas eu un débat sur des idées politiques, si tant est que Tapi ait eu des idées politiques. Il avait promis, paraît-il, à François Mitterrand de nous faire descendre au-dessous de 10%. Ça doit être l'année où j'ai fait 15. Malgré tout, sa carrière nationale est lancée. Mitterrand en fait son ministre de la ville et Tapi va le payer cher. Sous les dorures des palais naissent ses premières difficultés. Le monde politique est impitoyable et beaucoup à gauche ne l'aiment pas. J'étais à peu près seul de mon espèce dans le gouvernement à le trouver, à être content qu'il arrive, parce que ça changeait un peu l'ambiance. Comment il est perçu par ses collègues ministres Avec jalousie, parce qu'il était
Sinon, Chouchou, au moins, il avait de bonnes relations avec le président François Mitterrand et il n'osait pas dire combien il le trouvait iconoclaste et déplacé. Tapie n'a jamais été ma tasse de thé. Bon, c'est tout. Je ne suis pas issu de cette... mais surtout, je ne souhaite pas que le parti s'ouvre de cette manière-là. C'est pas un politique au sens je vais dans un parti, je suis une idéologie, etc. Pas du tout. C'est quelqu'un, c'est un pragmatique, hein, Tapie. Encore une fois, c'est quelqu'un qui voit les occasions, qui voit les opportunités, qui fonce dedans. L'homme se rêve un destin, et pour cela, il ne compte que sur lui-même. Ainsi, Tapie aurait été jusqu'à pactiser avec son ennemi juré. C'est Le Pen qui le dit. Il était servi par un culot phénoménal. Il a même été jusqu'à venir ici me demander de ne pas retirer un candidat dans sa circonscription. En 93, Tapie veut être réélu député à Gardanne. Le combat est rude. Au deuxième tour, 3 candidats sont qualifiés. Alors, pour gêner la droite, il aurait demandé à Le Pen de maintenir Damien Barillet. Au final, Bernard Tapie remportera de peu la triangulaire, le FN ne s'étant pas retiré. Tapie a toujours nié cette rencontre. Je suis stupéfait qu'ils prennent le risque de venir. Moi, je n'en ai jamais parlé, parce que je suis un homme d'honneur. Mais lui n'a pas eu le cran d'assumer le fait qu'il était venu. À l'époque, les Français s'interrogent sur cet homme qui cumule les casquettes. Mais Tapie va frapper un grand coup. Le président de l'Olympique de Marseille va offrir à la ville, à la France, un des plus beaux trophées de son histoire. 93, Marseille affronte le grand Milan AC de Berlusconi en finale de la Ligue des Champions. Juste avant la mi-temps, but légendaire de Basile Boli, Marseille l'emporte, la ville est reine d'Europe, Tapie est en larmes. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. C'est la première fois que je le voyais pleurer. C'était très émouvant, très très émouvant. Ça, c'est des choses qui restent dans la tête. Le rock nous a donné une fébrilité, un côté humain, quoi, en gros. Qu'est-ce qu'il vous a dit après ce match, vous vous rappelez? La phrase, elle est toujours là, à jamais les premiers, quoi. Voilà, on reste les premiers à avoir amené cette Coupe d'Europe en France, quoi. À partir de ce moment-là, Tapie était une espèce de demi-dieu pour les supporters de l'OM, c'est-à-dire quasiment 2 Marseillais sur 3. Il a en quelque sorte donné de Marseille une image très positive à l'extérieur, une image de vainqueur, une image de ville dynamique, moderne, ce qu'avaient échoué à faire à peu près tous les hommes politiques jusque-là. Tout le monde le voit déjà, maire de Marseille, lui le Titi parisien. Il est à l'époque un des hommes les plus aimés de France. On l'imagine même gravir la plus haute marche, l'Élysée. Il se présentait au présidentiel, il faisait 10%. C'est-à-dire que se présenter et, attendez, jouer un rôle d'arbitre. Parce que, imaginez, avec 10%, c'est vous qui faites l'élection. Il pouvait être le faiseur de roi. Il ne pouvait pas être le roi, mais il pouvait être à l'époque le faiseur de roi. Est-ce qu'il aurait pu faire une grande carrière politique? Mais bien sûr. Jusqu'où? Écoutez, j'en sais rien s'il était... Il serait peut-être pas devenu président de la République, mais enfin, vous savez, quand on voit les candidats... Tout ça restera de la fiction, car Tapie va s'effondrer. Dans l'affaire OM Valenciennes, il est condamné pour corruption et subornation de témoins. L'homme au flair légendaire n'a rien vu venir. Bernard était devenu Narcisse. Je crois qu'il était bercé à l'époque par sa propre réussite, un peu aveuglé par sa propre lumière, et il n'a pas senti le boulet venir. Lynché par la presse, lâché par les siens, au fil des mois, Tapie va tout perdre. C'est bien, son honneur, sa liberté. Vous savez, moi je l'ai vu quand il était en prison. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu en prison parce que ça faisait pas bien. Et je l'ai trouvé formidablement résistant et au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Souffrait beaucoup. Mais il a fait sa prison, hein. Il a accompli tout sa punition. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. Ils s'en sortent bien, les politiques en général. Lui, il a accompli son temps.
8 mois de prison, puis 15 ans de combat, jusqu'à terrasser les banquiers, demeure chez Tapie ce goût amer d'injustice. Il a le sentiment, à tort ou à raison, d'avoir payé très cher les fautes qu'il a pu commettre. En gros, il a sans doute le sentiment qu'il ne méritait pas ce qui lui est arrivé à partir du milieu des années 90. Et il y a sans doute dans ce qui l'anime aujourd'hui un petit sentiment de revanche. Tapie a aujourd'hui encore le démon du midi. À Marseille, 20 ans après s'être arrêté devant la porte de la mairie, il lui reste une dernière page à écrire. Pour cela, il vient de racheter la Provence au groupe Persan. Il a mis 25 millions d'euros cash sur la table et devient l'homme fort de la presse marseillaise. À presque 70 ans, il continue les affaires en attendant mieux.